Enfin, on est sur la Côte d'Azur. On ne peut pas vivre avec 1200 ou 1300 euros par mois. C'est juste impossible. Donc il faut des aides. Mais si au lieu de donner des aides, qu'on permettait aux gens de travailler pour gagner de l'argent et pas pour payer des impôts, peut-être qu'on redonnerait un autre dynamisme. Ce qu'ont fait mes frères et sœurs avant moi, on était 5 frères et sœurs et on a travaillé pendant 34 ans ensemble, ils m'ont permis d'être à la tête d'un outil qui était déjà performant et à moi de le pérenniser, voire de le développer. Mais quand en 2008, on se retrouve à moins 40%, on se dit c'est la crise. On dit que les jeunes ont moins envie de travailler. C'est pas vrai. Les jeunes ont moins envie de souffrir. Ils n'ont pas envie de travailler, de se lever le matin à 6 heures et sortir avec 1300 balles. Et la surconsommation a changé les esprits. La ferronnerie, c'était de l'art. On voulait de la belle ferronnerie, des beaux meubles en merisier. À l'intérieur d'une maison, aujourd'hui, on met des meubles en contreplaqué et on sait que c'est pas fait pour durer toute une vie. La France est une puissance et on avait la technologie et l'industrie et on pouvait produire et vendre un peu partout. Les pays qu'on visait avaient besoin de nous. Aujourd'hui, quand on veut vendre dans n'importe quel pays, ils n'ont pas vraiment besoin que Rani fabrique des lanternes à Cagnes-sur-Mer pour les vendre dans ce pays. Moi, j'ai une épouse avec qui je suis marié depuis 49 ans et qui m'a soutenu dans mes angoisses, dans mes colères, dans mes tristesses, dans mes craintes, mais aussi dans mes joies et donc fallait le faire. Parce que vivre avec un chef d'entreprise, ça doit pas être facile. Bonjour, Marcel Ragnier. Bonjour. Je vous reçois pour un podcast qui s'appelle Histoire de résonance. L'enjeu va être de parler de notre entreprise, de la réindustrialisation de la France, de l'héritage familial, comment on gère toutes ces questions. Mais avant, pour commencer, je voudrais vous poser une question simple. Qui est Marcel Ragnier? Alors moi, je suis maintenant vice-président du groupe Rani, puisque j'ai transmis à mes enfants depuis le 21 juin dernier, et j'ai œuvré au sein de cette société qui est on fabrique du matériel d'éclairage public. C'est une société qui existe depuis 1927, qui avait été créée par mon grand-père, hein, et puis aujourd'hui c'est la quatrième génération qui en a les commandes. C'est une société qui fait, cette année devrait faire 120-130 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec près de 450 salariés. C'est un groupe international puisque nous nous sommes déployés un petit peu sur le monde, puisqu'on est représenté dans 60 pays. On a plusieurs filiales, dont une à Angers, une en Allemagne. On vient de racheter une société à Lyon et une autre à Grenoble. Et puis on a 2 filiales en Afrique qui sont en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et une dernière filiale qui est à Denver, aux États-Unis. Vous êtes né après la guerre. Oui, 1956, bien après. C'était quoi la France de cette époque? Bah, c'est la France de mon enfance, donc j'ai des souvenirs d'enfant avec une industrialisation, une industrie forte et et heu et du travail à chaque coin de rue. Donc c'était beaucoup plus facile, peut-être un peu plus difficile au niveau des conditions de travail, puisque c'était pas Germinal, mais c'était quand même des moments difficiles. Nous, on était dans la ferronnerie, donc la poussière, la pollution, tout ce qui pouvait nuire à la santé des hommes, et l'évolution de l'entreprise a fait qu'on a développé, évolué et permis aux gens de travailler dans d'autres conditions. Parce qu'au sein d'une entreprise comme la nôtre, c'est surtout, avant tout une entreprise familiale, et l'entreprise familiale, tout est la gestion est basée sur l'humain. Donc protéger le personnel, c'était aussi une façon de pérenniser l'outil et de développer l'outil. Alors, quand vous dites que les conditions de travail étaient difficiles, c'était quoi concrètement l'entreprise quand vous êtes rentré? Ah beh, c'était une ferronnerie tout simplement. On fabriquait du portail, de la clôture, des grilles de sécurité pour les villas, pour les immeubles. Et donc on était dans la métallurgie, mais on était aussi dans le bâtiment, puisque on travaillait avec les chantiers locaux. C'était une petite ferronnerie d'une trentaine de personnes. On faisait 45 heures par semaine officielles, Officier, du coup, c'était combien? mais officieux, on était à peu près à 80-90, ça dépendait des semaines. On regardait pas trop, le temps n'était pas un critère.
Le critère, c'était le savoir-faire et le bien faire et donc il fallait livrer, le client était roi et donc quand il fallait livrer, il fallait travailler et comme on avait beaucoup de travail et beh, on travaillait beaucoup, voilà. Donc Et cette ferme-là, elle était où? elle était tout déjà à Cagnes-sur-Mer puisque mon grand-père, quand il est arrivé en France, il s'est installé à Cagnes-sur-Mer et on n'a jamais bougé de Cagnes-sur-Mer. Bon, on est venu à La Gaude, mais c'est pas très loin. On était à 6 kilomètres d'ici, c'était un petit atelier de 200 m², et qui faisait des œuvres d'art un petit peu puisque c'était de la ferronnerie d'art. Comment dans une ferronnerie, est-ce que à l'époque les gens, se posaient des questions sur leur sens de leur travail ou en fait ils le percevaient directement dans les œuvres qu'ils créaient parce que c'était tangible? Je pense que, la passion était animait un petit peu les compagnons qu'il y avait avec, mon père à l'époque et avec mes frères et c'était l'amour du travail bien fait. C'était la fierté de réaliser, quelque chose qu'ils pouvaient voir encore longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui, je passe dans des rues où il y a des portails qui ont été faits par mon grand-père et mon père et c'est toujours, sympa de le voir parce que c'est des choses qui ont duré et j'ai tendance à dire que le travail qu'on effectuait à l'époque, heu, était fait pour perdurer comme l'entreprise familiale et une entreprise familiale, c'est fait pour durer et c'est ce qu'on a fait. Et vous avez vu, une évolution par rapport à cette mentalité-là? Le fait que les choses durent dans le temps? Et Ben, en général? on le voit, oui, bien entendu. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne fait plus on ne fait plus des monuments pour durer plusieurs siècles. Quand on voit des bâtiments de verre qui ont été créés il y a 50 ans et qui sont déjà détruits, quand on va à La Défense et qu'on voit les bâtiments qu'il y a, les architectes qui étaient peut-être des génies à l'époque, n'ont pas laissé un patrimoine. Quand on va à Paris et qu'on regarde, tout ce qu'a fait Haussmann, c'est pas ça date pas d'hier et c'est toujours là. Les cathédrales sont toujours là. Donc c'est des véritables œuvres d'art. La preuve, c'est que Notre-Dame de Paris, qui a été détruite par un incendie, on a fait tout le nécessaire pour pouvoir la reconstruire à l'identique et pour qu'elle dure encore quelques siècles. Donc traverser les années, les décennies, les siècles, c'était ce qui était avant, la raison d'un travail ou d'une commande. Aujourd'hui, on est moins dans la durée. Bon, d'abord, nous, on fait plus de ferronnerie et on fait de l'éclairage public. La durée de vie d'un candélabre, c'est entre 25 et 30 ans et on sait que les modes changent et bien souvent, ce qui a été fait il y a 25 ans est déjà dépassé et donc la technologie a évolué et on est obligé de changer ce qu'on a fait il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc ça ne dure plus aussi longtemps qu'avant et puis la surconsommation a changé les esprits. Les modes ont changé les esprits. Heu, la ferronnerie, c'était de l'art. On voulait de la belle ferronnerie, des beaux meubles en merisier à l'intérieur d'une maison. Aujourd'hui, on met des meubles en forme ouais, meubles IKEA ou des meubles, en contreplaqué ou en stratifié et on sait que c'est pas fait pour durer, toute une vie. Moi, mes parents, quand ils se sont mariés, ils ont mis des meubles dans leur maison et quand ils sont morts, les meubles, ils y étaient encore. Aujourd'hui, on sait que les meubles qu'on a aujourd'hui, on les aura pas dans 10 ans. Donc c'est les rapports de consommation qui ont vraiment été changés? Je pense, oui, complètement. Complètement et puis l'évolution a fait que, il y a eu une forte, désindustrialisation puisque l'industrie, polluait pour certains et toutes les réglementations et les lois ont été faites pour, soit fermer les usines polluantes, soit les faire fuir. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté tout de suite de polluer puisqu'ils sont allés polluer ailleurs. Ils se sont installés en Chine, en Inde et dans d'autres pays pour fuir, toute ces contraintes qu'ils pouvaient avoir. Donc aujourd'hui, on parle de réindustrialisation, mais pour autant, la réindustrialisation se fera, par la transition énergétique, par la transition du territoire et par la transition écologique. Est-ce que dans cette vision-là, ce que vous décriviez par rapport à l'entreprise de votre père, de ferronnerie, est-ce qu'il y avait pas aussi, des injonctions entre le court terme et le long terme? À l'époque, on avait plus une vision de long terme. On faisait des choses pour que ça dure, comme vous l'avez mentionné, Tout à fait. portail. Est-ce que c'est parce que aussi la dualité au sein même du capitalisme, qui impose justement de répondre aux besoins de consommation, fait qu'aujourd'hui une entreprise, elle a
elle est soumise à la fois à des actionnaires, qui ont un rendement court terme, mais aussi à ses clients qui, eux, ont des modes qui changent. Comment vous, vous vous êtes adaptés, en fait? Comment la ferronnerie a pu transitionner vers une entreprise qui aujourd'hui arrive à s'adapter? Quelles ont été les étapes pivots? Je crois qu'on a suivi le mouvement, et l'entreprise a su évoluer parce que, a su évoluer avec les nouvelles technologies. Nouvelles machines, nouvelles, technologies de fabrication et nouvelles technologies de produits. Et quand on a commencé à faire de l'éclairage public en 1976, on fabriquait des luminaires pour éclairer uniquement. Aujourd'hui, un luminaire, c'est un petit peu, un luminaire à tout faire, hein, puisqu'on se retrouve avec des caméras, avec des chargeurs de batterie, avec, des chargeurs de voiture, avec plein d'options qui vont et qui sont, demandées par le citoyen plus que par le client. Et donc, le client s'adapte, nos clients ce sont les mairies et donc le client s'adapte aux besoins du citoyen pour lui apporter sécurité, technologie, confort, ce qu'on recherchait pas vraiment avant. Quand on était dans la ferronnerie, on était plus sur, une œuvre. Quand on faisait un beau portail en fer forgé, c'était pour embellir l'entrée de la villa d'une villa. Et aujourd'hui, quand on fait de l'éclairage, on cherche à éclairer ce qu'on doit éclairer, une route, une place, un objet alors qu'avant on faisait de la lumière, et on éclairait partout. Donc les tendances ont changé, les technologies ont changé et les besoins ont changé parce qu'on ne parlait pas d'écologie comme on en parle aujourd'hui. On ne parlait pas de protection de la faune et de la flore, on ne parlait pas de transition énergétique. Et il a fallu faire des produits moins énergivores, moins polluants, pour la pollution de l'air ou de la nuit. Aujourd'hui, il y a même des sujets qui sont souvent, traités, pour rallumer les étoiles. Certains disent: «Rallumer les étoiles» parce qu'on éclairait tellement qu'on voyait plus le ciel. Et donc c'est pour ça que la technologie va nous aider à continuer, et notre force a été de pouvoir s'adapter tout au long des nouvelles, demandes et des nouvelles, évolutions de produits. C'est quoi finalement, l'ascension que vous avez eue et comment vous avez fait transitionner cette entreprise, vers ce qu'elle est aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu des étapes clés, notamment dans les années peut-être 80, Alors, l'histoire de l'entreprise, ça a été de la ferronnerie pendant, de 1927 à 1976. On est resté sur la ferronnerie avec tout ce qui pouvait se faire autour du fer. Et on a travaillé pour le Club Méditerranée, pour faire toutes les clôtures, les fenêtres. On a travaillé pour faire de l'éclairage d'intérieur. On faisait des lustres, des appliques, on faisait des salons de jardin, on faisait, plein d'articles, mais, en fer forgé qui étaient décoratifs. Et puis en 1976, on fabriquait déjà des luminaires, des lanternes d'extérieur pour les villas et pour certains petits villages de l'arrière-pays niçois. Et puis en 1976, on a rencontré une personne qui a été notre premier agent commercial, qui est venu nous demander de fabriquer un luminaire, ce qu'il appelait un luminaire de style, et c'était une lanterne 4 faces, en acier à l'époque, et qui, était pour éclairer une place à Toulouse. Donc on a fabriqué ça, mais on pensait que c'était une affaire, parmi tant d'autres, une affaire comme une autre, à part que c'était une belle commande et qui nous a fait du bien à l'époque. Et puis, cette personne était agent commercial dans une entreprise, qui s'appelait Clarel et qui fabriquait des luminaires. Et quand, on l'a livré, et il a fait son séminaire des agents commerciaux avec tous ses copains agents commerciaux, et il a dit: «J'ai rencontré un ferronnier qui me fait des lanternes de style, à des prix attrayants, et on pourrait peut-être monter, quelque chose pour le vendre un peu plus largement». Et on s'est retrouvé avec un réseau d'agents commerciaux en quelques mois, là où d'autres auraient mis quelques années. Et donc c'est cette grande chance, donc on a saisi des opportunités. Ça, c'est une opportunité qu'on a saisie. Et puis après, la société pour laquelle il travaillait, qu'il représentait, a été mise en vente, on l'a rachetée, ce qui nous a permis de devenir de vrais éclairagistes, heu et on fabriquait des luminaires avec des miroirs, avec un réflecteur qui renvoyait la lumière,
avec une technologie un petit peu plus élevée que ce qu'on avait, avec, des photogoniomètres pour mesurer la lumière, avec, vraiment et puis une clientèle, des grandes villes comme la ville de Paris, Lille, Roubaix, Tourcoing, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nice et on s'est retrouvé avec, un carnet client, un carnet de fournisseurs et des produits nouveaux à vendre et là, l'aventure a commencé dans le développement de l'éclairage public et on a lâché petit à petit la ferronnerie qui ne rapportait plus parce que la concurrence chinoise, la concurrence espagnole et la concurrence italienne venaient, déprécier nos produits. Le client commençait à changer de goût et d'ambition et il voulait des produits qui puissent, renouveler plus régulièrement alors que nous, on avait des produits qui étaient faits pour durer et comme les modes changeaient pratiquement pas tous les ans, mais très souvent, enfin, dans l'habillement, la mode change tous les ans, mais dans le mobilier et la décoration, tous les ans, il y avait des nouveaux salons avec des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des nouvelles tendances et donc on n'arrivait plus à suivre avec la ferronnerie, mais l'éclairage public a pris le pas sur la ferronnerie pure de décoration et on est passé à l'éclairage public qui pour nous était une manne de fabrication et de commandes, qui était, vraiment pour nous l'ouverture, sur d'autres marchés qui étaient plus, juteux et puis surtout qui nous permettait de travailler au niveau national, alors qu'on était très, heu, local et voire départemental, mais on n'allait pas trop loin dans la ferronnerie. On a fait un petit peu d'export avant, mais très peu pour des magasins, mais c'était pas notre culture. Donc on comprend qu'à ce moment-là, le groupe passe d'une, entre guillemets, du de l'artisanat avec, cette brique, commerciale qu'on rajoute par-dessus. Finalement, Mmh. on a la capacité, les savoirs techniques et on rajoute un savoir-faire commercial, ce qui fait qu'on peut aller chercher de nouveaux marchés. Vous parliez aussi de ce rachat de cette entreprise. Comment vous l'avez fait? Vous aviez des notions en finance, enfin, fait accompagner? Pas vraiment, pas vraiment. C'était plus des opportunités. Cette entreprise, fabriquait de l'éclairage d'intérieur et de l'éclairage d'extérieur et ils ont décidé de lâcher l'éclairage extérieur. Nos agents commerciaux sont venus nous voir en nous disant: «On ne peut pas laisser, mourir une marque, comme Clarel, ça serait bien que vous rachetiez». C'était pas très cher, on pouvait le financer et donc on l'a acheté et on s'est dit: «Pourquoi pas?» et puis après, s'en est suivi, une société en Italie qui était à peu près de même taille, qui a déposé le bilan. Donc on a racheté les outils, la gamme, les produits et les brevets, qui s'appelait Soldiscati et ça nous a fait encore un petit peu grandir. Mais, je dirais que l'entreprise familiale n'est pas stratégique. Elle est enfin, elle est pas stratégique. Elle a une stratégie familiale, mais surtout une stratégie de pérennité. Le but, c'est de faire grandir l'entreprise pour protéger un petit peu, les descendants et donc de pouvoir, on a toujours une volonté dans l'entreprise familiale de trouver qui reprendra et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui reprenne et si possible de la famille puisque d'ailleurs c'est toujours géré par la famille, c'est la quatrième génération et c'est quand même pour moi, par exemple et ça a été pareil pour mon grand-père et pour mon père et pour mon frère qui était avant moi, c'est que, quelqu'un de la famille continue à faire grandir l'entreprise et lui donne, une image, une belle image, voilà. À ce moment-là, on vient de passer les chocs pétroliers. Vous êtes quand même très, dépendant de l'énergie à ce moment-là. Est-ce que ça affecte votre chaîne de production? Comment vous avez géré ça ou pas du tout? Pas trop, pas trop parce qu'on n'a pas une industrie très, très, très énergivore. Bon, un petit peu de gaz pour les fours et de l'électricité pour faire tourner les machines, mais c'est pas ce qui nous a pénalisé le plus. Le plus dur à traverser, ça a été les crises financières qui ont freiné les marchés à un moment donné parce que les mairies n'avaient plus d'argent, parce que l'État était en recherche, puis qu'il y avait d'autres priorités que de faire de l'éclairage public. Donc, il a fallu s'adapter aux besoins, il a fallu
trouver de l'innovation pour réduire les coûts de nos produits, donc s'organiser. On parle d'une entreprise qui était, un artisan et qui est devenue une ETI aujourd'hui et bien entendu, quand on change de taille, on doit s'adapter aussi, on ne doit pas simplement grossir, on doit grandir. On doit grandir avec une volonté de gérer beaucoup mieux, nos coûts de revient. Mais, les crises la crise pétrolière ne nous a pas perturbés outre mesure. Bien sûr, ça a été une crise nationale, mais on avait, le vent en poupe. C'était l'époque où on avait un fort développement et donc on l'a pas trop senti passer. Vous avez mentionné les différentes parties avec la ferronnerie que vous avez lâchées au fur et à mesure parce que justement la rentabilité Elle était plus bonne, hein. plus bonne. Est-ce que, toute entreprise n'est pas vouée à se spécialiser, heu, pour pouvoir aller conquérir de nouvelles parts de marché comme c'était le cas sur le luminaire? Alors moi, je suis persuadé que l'entreprise doit se spécialiser. Une entreprise qui fait vous savez, il y a une expression qui se dit en italien, «Faccia tutto, faccia niente». Quand on fait tout, on sait rien faire. Et nous, on doit, une entreprise doit se spécialiser, elle doit mais dans toutes ces spécialités, la priorité doit être le client. Le client, la réactivité, la proximité, l'humain, toutes ces qualités qui peuvent faire grandir un outil parce que les clients vous suivent, parce que vous êtes différent. Et la politique d'un grand groupe, qui est plus axée sur la finance, peut faire des dégâts. On grossit très, très vite pour réduire la masse salariale. On est en train de le vivre avec certaines entreprises du CAC 40, des Michelin qui licencient à outrance parce que peut-être ils ont oublié de se diversifier dans certaines ils sont très forts dans leur domaine et ils se sont spécialisés. Pour autant, je crois qu'on doit toujours avoir un regard externe et pouvoir saisir toutes les opportunités. Nous, aujourd'hui, dans l'éclairage public, notre spécialité reste le luminaire, mais malgré tout, on s'est entouré de partenaires, avec des technologies très fortes, donc on intègre dans nos produits. Et puis on est allé, on s'est intéressé un petit peu aux petites entreprises qui étaient, heu, pas nos concurrents, mais qui font les mêmes salons que nous, qui ont les mêmes clients que nous, et puis on a décidé de les racheter parce que d'abord ils étaient à vendre et qu'on les a pas laissés partir ailleurs pour compléter notre gamme. Parce qu'on a une gamme qui est bien faite et qui est bien complète. Pour autant, on n'avait pas tous les produits qui pouvaient, intéresser le client. Donc par exemple, on a racheté une petite société en 2015 qui est aujourd'hui une belle PME, puisqu'on l'a rachetée, elle faisait 1 000 000 € de chiffre d'affaires, un peu plus et elle en fait, 25 millions cette année, donc 8 ans après et c'est une entreprise qui fait du candélabre solaire et le candélabre solaire, quand on parle crise énergétique, quand on veut vendre dans un pays comme, sur un continent comme l'Afrique, le solaire, c'est une solution de facilité. On fait un trou, on plante un poteau, ça marche tout seul et donc ce développement se fait même si personne n'y croyait quand on l'a fait. Nous, on y a cru parce que c'était une évolution en restant toujours sur le même métier, sur, la même offre, mais elle est différente par sa façon de fonctionner et donc la nouvelle technologie, il faut s'en servir et c'est pour ça que et ça crée encore une opportunité. Donc chaque fois, c'est des opportunités, mais surtout une veille constante sur les nouvelles technologies, sur les opportunités qui se présentent à vous et puis essayer de continuer à faire grandir l'entreprise parce que j'ai toujours tendance à dire qu'une entreprise qui stagne est une entreprise qui meurt et donc pour pas la faire mourir, il faut trouver des nouvelles recettes. C'est peut-être la vision que vous avez en interne qui est en train de se déployer au fur et à mesure. Parce que si vous rachetez en 2015 cette société, c'est que vous aviez peut-être en tête la conquête d'une part de marché en Afrique. On y était déjà. Vous y étiez déjà en Afrique? On y était déjà, mais on vantait ce qu'on appelle du connecté réseau. Ça marchait qu'avec de l'électricité fabriquée par des centrales à charbon ou autres, alors que là, on avait l'opportunité de fournir des produits fiables. Alors on en faisait déjà un peu, nous, mais on manquait de technologie et de savoir-faire
et en se rapprochant de Novea Energy dont le patron était un ingénieur qui avait fait, les arts et métiers, il avait une autre vision de l'éclairage parce que lui, il était axé sur son développement et sur ses inventions et donc il nous a apporté la technologie qu'on n'avait pas. Et pourquoi, là, aujourd'hui, vous êtes, sur différents continents? C'est quoi l'objectif que vous avez? Parce qu'on va peut-être revenir, peut-être à l'aube du 21e siècle. Il y a quelque chose qui change aussi pour les entreprises, c'est qu'on change de monnaie. Que ça a eu un impact de passer à l'euro? Pas du tout? Le marché unique a permis justement d'ouvrir de nouvelles opportunités. Avant, la France était une puissance et on avait la technologie et l'industrie et on pouvait produire et vendre un peu partout. Aujourd'hui, les pays ont évolué aussi et les pays qu'on visait, avaient besoin de nous. Aujourd'hui, on sait très bien que quand, on veut vendre aux États-Unis, ils n'ont pas besoin de nous, ils ont des fabricants. Qu'on veut vendre en Allemagne ou quand on veut vendre, dans n'importe quel pays, et ils n'ont pas vraiment besoin que Rani fabrique des lanternes à Cagnes-sur-Mer pour les vendre dans ce pays. Donc, il faut avoir, il a fallu pour nous avoir une stratégie différente, d'arrêter de penser fabriquer ici, vendu là-bas. On a essayé de trouver, des façons de s'implanter différemment en créant une économie sur place. Et donc quand on s'installe en Côte d'Ivoire et qu'on prend le marché qu'on a pris il y a 2 ans et demi, on avait pris un gros marché de 36 000 candélabres solaires. Pourquoi on s'installe, là-bas? Parce qu'on se dit: «On va pouvoir fabriquer la partie la plus complexe hein, dans nos ateliers, en France, mais aussi terminer le produit sur place en créant de l'emploi, les installer, ça crée de l'emploi avec des partenaires, hein, locaux, hein. On n'a pas non plus, voulu tout changer le process, mais le but, c'est de faire de créer de l'économie sur place et en faisant l'entretien des produits sur place aussi, ce qui crée pendant 7 ans, avec une garantie de 7 ans, ça crée de la sécurité, ça ça rassure le client parce qu'on va suivre le produit et on fait pas comme les Chinois qui faisaient des coups, hein, qui vendaient du candélabre solaire, à bas coût et bien souvent les clients achetaient, avant que le container parte de Chine et puis quand ça arrivait, il y avait pas toujours des produits qui marchaient. Alors que là, le produit est payé quand il est installé et qu'il fonctionne. Donc ça change un petit peu le principe et c'est pour ça qu'on a racheté une société en Allemagne, dans la Forêt Noire à Villingen-Schillingen parce que c'était une belle société qui faisait à peu près le même métier que nous, avec des technologies un petit peu différentes et des produits un petit peu haut de gamme pour faire de la prescription et présenter des produits que les autres ne font pas et on s'est installé on a racheté cette boîte en Allemagne, non pas parce qu'on voulait à tout prix aller en Allemagne, mais parce qu'on voulait développer ce marché qu'on n'arrivait pas à percer en partant de France. Parce que les Allemands ont des fabricants aussi. Donc en achetant une société qui est implantée, elle a une culture qui est celle de son pays et elle a, un savoir-faire et des produits qui ressemblent à ce que les Allemands souhaitent sur leur pays, enfin les pays des pays germanophones. Ce qu'on ne savait peut-être pas faire nous, par notre culture latine, puisqu'on est d'origine italienne et on a ce côté italien quand même qui reste toujours imprégné. On a ce sens de l'esthétique, qui est souvent, copié que ce soit dans la mode, les Italiens ont une façon de faire et donc nous, cette culture, on l'avait un peu et mais on est très français quand même, hein, donc on est très fiers d'être une entreprise française et Dieu sait si je défends le cocorico et le fabriqué en France, la French Fab, l'origine France garantie, le made in France, donc je suis un fervent défenseur de l'industrie française et j'y ai toujours cru parce que je suis profondément, heu, positif et je crois qu'il faut jamais baisser les bras. C'est quoi votre constat? Parce que depuis 40 ans, quand même, la part de l'industrie dans le PIB français s'est écroulée. Heu
C'est quoi votre constat là-dessus? Pourquoi on en vient à ça? Est-ce que c'est parce que justement on est dans une économie qui est mondialisée? On fait face à peut-être des concurrents chinois, mais est-ce que c'est pas finalement aussi nous qui sommes incapables de trouver des solutions, sur le sol national? Est-ce que est-ce qu'il y a des causes, structurelles? Vous parliez tout à l'heure, des 45 heures que vous faisiez. Est-ce que, peut-être l'évolution à 35 heures fait qu'aujourd'hui, ça a un impact sur la rentabilité du capital investi sur une industrie en France par rapport à une industrie chinoise où eux, en fait, le temps de travail n'est pas décompté? Comment on fait pour être compétitif? Heu, faut être performant, faut croire à ce qu'on fait. Alors le sujet est vaste parce que les 35 heures, ça a été pour moi, une hérésie. On a fait croire aux Français qu'en travaillant moins, ils allaient continuer à gagner le même salaire. Ça, c'était juste impossible parce qu'un chef d'entreprise, malgré tout, il faut que sa boutique, elle tourne et donc on a Et comment les gens ont cru à ça alors? bah, les gens ont cru à ça parce que les politiques ont été mauvais et ils ont été mauvais parce que les 35 heures ont été mises en place par des personnes qui n'avaient jamais travaillé. Donc pour eux, pas travailler beaucoup, c'était faisable. Ils pensaient que dans une entreprise, en réduisant les heures, le travail allait être partagé et que là où il y avait une personne, on pourrait en mettre une et demie et donc 100 personnes, eh beh, ça ferait 50 emplois de plus et or les industriels, sont assez, résilients, je dirais même très résilients parce qu'ils veulent pas perdre leur outil, parce que c'est leur bébé, c'est ce qu'ils ont créé, tout leur argent est dans leur outil, et donc ils sont riches de ce qu'ils ont construit, mais pas riches d'argent et pour pas perdre leur outil, ils trouvent d'autres solutions et donc le développement, l'invasion chinoise s'est faite un petit peu aussi à cause de ça. Quand vous avez un salarié qui vous coûte 100 pour 40 heures et qu'il vous coûte toujours 100 pour 35 heures et qu'il vous rapporte pas plus, faut trouver d'autres solutions et donc les industries se sont délocalisées. Alors je parle des grosses industries, pas des petites entreprises comme on était quand il y a eu les 35 heures, mais les industries se sont délocalisées ou en tout cas ont délocalisé une grosse partie de leur production et les écologistes étaient contents parce qu'ils se sont dit: «Beh, cette entreprise, elle a fermé, elle pollue plus». Mais elle est allée polluer en Chine pour vendre, sur le territoire français des produits qu'aujourd'hui, on arrive à trouver sur le marché national et qui polluent notre pays malgré tout, hein, puisque, des jouets qui sont juste dangereux pour les enfants, des produits jetables qu'on retrouve dans les rivières ou dans les océans. Tout ça, c'est l'invasion chinoise et l'invasion des Indiens, enfin de l'Inde, du Pakistan, de tous ces pays, qu'on appelait sous-développés, mais qui sont loin d'être sous-développés et qui nous ont, doublés parce qu'on leur a donné les clés, l'Europe leur a donné les clés Mais alors, du développement. finalement, c'est le consommateur qui a choisi d'acheter ça parce que il a été drivé par le prix. Comment on peut aujourd'hui être compétitif? Comment une entreprise, comme la vôtre ou même, on parlait tout à l'heure de Michelin, peut aujourd'hui, sans délocaliser ses usines de production à l'étranger, continuer à gagner des marchés face à des Américains, face à des Chinois? Il faut le produit que les autres n'ont pas et essayer de trouver toujours des recettes pour, attirer le client et pas pour le faire fuir. Mais, le la France, le français est un petit peu hautain et prétentieux et il croit toujours que c'est lui le plus fort moi avec le recul, alors je suis pourtant bien français, j'ai toujours cru que l'entreprise devait vivre de ce qu'elle faisait et que je pourrais continuer à grandir. On l'a prouvé puisque d'une entreprise où il y avait 20 personnes avec mon grand-père, on est plus de 400 aujourd'hui. Il a fallu quand même 3 générations, 4 maintenant. Il faut du temps, il faut asseoir les outils. Faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Faut pas croire que c'est arrivé. C'est un éternel recommencement et Des moments où vous avez cru que l'entreprise allait disparaître? pas depuis que je travaille. Moi, j'ai commencé à travailler en 1971 quand, l'entreprise
recommencer à monter. Mais mon père a failli déposer le bilan, mon frère a repris et on a reconstruit l'entreprise. Et donc moi, j'ai pas connu de crainte de déposer le bilan ou j'ai pas eu peur de fermer. Cette Heu, UZC Prime, par exemple, comment elle vous a affecté? Elle vous a affecté que d'un point de vue financier? Vous avez fait peut-être moins de marge? Ou vraiment là, il a fallu licencier, comment vous avez vécu ce moment? alors j'ai jamais licencié depuis que j'ai pris la présidence. 2008 j'ai pris la présidence en 2008, en pleine crise et quand j'ai repris, j'avais qu'un seul souci, c'était de faire c'était même pas un souci de chef d'entreprise, c'était un souci d'ego. J'avais peur de faire moins bien que mon frère et donc je me suis employé à travailler comme un dingue pour, pour trouver des commandes et donc j'ai fait le tour de France 3 fois pour aller voir les clients et j'ai trouvé des commandes pour nourrir mes salariés et pour donner du travail à tout le monde. Alors on faisait pas 40 heures par semaine, bien sûr, je leur faisais pas faire des heures supplémentaires, mais je leur ai assuré la pérennité de leur emploi. J'ai licencié personne, bien sûr, j'avais un peu moins d'intérim, mais ça c'est l'avantage de l'intérim, hein, on en C'est quoi peut-être pour les gens qui nous écoutent, l'intérim, comment vous l'utilisez au sein de votre entreprise? Pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout, ah ben, l'intérim, c'est la possibilité d'avoir des salariés quand on a une forte croissance et de pouvoir s'en séparer rapidement quand, l'activité chute. Alors c'est pas très, beau de le dire comme ça, mais les sociétés d'intérim se sont créées pour pallier au manque des entreprises, en fin de compte. les Et nécessités du marché. c'est voilà, donc, ça donne une souplesse à l'entreprise. Pour autant, quand on pérennise, une croissance, on ne peut pas la pérenniser qu'avec des intérims. Donc de temps en temps, ces intérims et ben, on leur fait des CDI et ça devient des salariés de la bouti de l'entreprise. Mais je crois que le on a toujours cru en l'outil dans la famille et on a la chance d'avoir, su construire non pas autour des équipes, mais avec les équipes et de les impliquer dans la réussite de l'entreprise et donc le patron porte son projet et son entreprise, mais tous les collaborateurs qui sont avec lui le portent avec lui et donc quand, ça fait que le patron est un peu moins seul et dé parce que décider tout seul, c'est pas toujours la solution pour, pour trouver comment on va continuer. Alors que quand on s'ouvre un petit peu aux autres, à plusieurs, on est beaucoup plus fort et on arrive à trouver des idées et puis on était prêt à reprendre, à fabriquer des produits qu'on ne fabriquait plus ou à répondre à des demandes, qu'on n'avait pas. Donc voilà, donc je crois qu'il faut une véritable, passion. Il faut vouer une véritable passion à son métier et à son entreprise et y croire tout le temps et y croire et aller ch a et avoir un dynamisme, commercial, avec des agences performantes. Soutenir ces agences commerciales qui sont bien souvent, en tout cas pour nous, des indépendants, hein. C'est des entreprises, complètement indépendantes qui travaillent pour eux, qui travaillent pour nous, mais qui travaillent pour eux, qui ont une entreprise. C'est des chefs d'entreprise et travailler avec eux, grâce à ces agences commerciales et beh, ils sont allés chercher les commandes parce qu'eux avaient besoin de vivre, mais nous mais ça nous a fait vivre nous aussi. Donc c'est des échanges. C'est pour ça que je dis toujours que l'humain est au centre des débats de tous les sujets. Et parce que c'est grâce à l'humain et à la solidarité qu'on arrive à faire perdurer une œuvre, pour moi, une entreprise, c'est une œuvre et je dis que pour la faire perdurer, il faut que l'humain soit vraiment présent, partout. Lorsque vous êtes arrivé en 2008, cette volonté un peu de faire mieux que votre frère, comment on est légitime lorsqu'on est héritier, dans une entreprise familiale? Comment on doit passer par l'usine, on doit faire ses preuves? Ou est-ce que, on obtient tout du jour au lendemain parce qu'on est le fils du patron? Comment? En tout cas, pas chez nous, hein. Pas chez nous. Non, non, moi, j'ai commencé à 14 ans, alors je peux vous dire que je suis passé par toutes les étapes. Mais cette légitimité, on l'acquiert, au fur et à mesure des années. Et bon, pour parler de mon histoire, moi, j'étais un véritable buvard, donc je regardais tout ce que faisait mon frère et j'étais peut-être, un copieur
mais avec mes idées. Donc je disais que certaines choses, je les faisais parce que c'était lui le patron. Je les faisais comme il le voulait, mais de temps en temps, j'avais ma petite idée pour le faire peut-être un peu mieux ou différemment. Pas que j'étais plus fort que lui, mais j'avais une autre vision de certaines choses. Et quand, mon frère a décidé d'arrêter, heu, le seul qui était pas au courant que ça allait être moi le PDG, c'était moi. Donc, c'est que la famille m'a porté parce qu'ils avaient confiance en moi et ils savaient que j'avais un potentiel de gérer et peut-être le développer. Donc mon ambition n'était pas d'être meilleur que mon frère et je pense que j'ai jamais été meilleur que mon frère, parce que ce qu'a fait mon frère mes frères et sœurs, ce qu'ont fait mes frères et sœurs avant moi, parce qu'on était 5 frères et sœurs et on a travaillé pendant 34 ans ensemble, ils m'ont permis d'être à la tête un jour d'un outil qui était déjà performant et à moi de le pérenniser, voire de le développer. Donc je m'étais dit: «Je voudrais le pérenniser», mais quand en 2008, on se retrouve à moins 40, on se dit: «C'est la crise». Nous, chefs d'entreprise, mais les salariés, ils avaient tendance à dire: «C'était mieux avec Roger qu'avec Marcel, parce que Marcel, il est moins bon que Roger», et c'était de ça que j'avais peur et donc j'ai œuvré, avec mes fils et mes 2 nièces qui avaient repris avec moi, l'entreprise. On a œuvré pour développer sur des idées, coup de cœur ou des idées que j'avais imaginées la nuit en dormant ou dans un mauvais rêve et voilà donc je crois qu'on arrive à décupler nos talents et nos forces quand on est dans la difficulté. Et peut-être les vous avez fait ces coups de poker, ces paris que vous avez fait, vous en avez, un en tête? Que vous avez Ben quand il y a eu la crise de 2008, hem, l'activité a baissé puisque au mois de mars 2009, on était à moins 40 le chiffre d'affaires? de chiffre d'affaires et donc comme il y avait moins de travail et que je voulais pas licencier parce qu'on avait la chance d'avoir une entreprise saine parce que mes frères et sœurs m'avaient revendu leur part, mais avec une trésorerie, forte, et donc comme j'avais les moyens, je m'étais dit: «On va en profiter qu'il y ait moins de travail pour restructurer le bâtiment». Donc j'ai fait tout repeindre, tout nettoyer, ranger, modifier j'ai fait évoluer l'outil. Et puis pendant qu'il faisait ça, il y avait moins besoin de surveillance, même si on avait quand même des responsables de production, qui étaient là. Vous Et aviez combien de salariés à l'époque? quand j'ai repris, on était une soixantaine, à peu près 60-65, je sais plus Et exactement, l'entreprise faisait combien de chiffre d'affaires à l'époque? 20 000 000, voilà. Et hem et quand, pendant qu'on faisait ça, mon fils est parti à l'export, faire beaucoup, beaucoup de pays et de continents pour aller chercher des marchés à l'export, ce qu'il a réussi à faire. Et moi, j'ai fait le tour de France en voiture et je suis allé voir les clients et je leur ai demandé de me passer des commandes, même s'ils ne voulaient pas que je livre, pour donner du travail aux ouvriers, ce qui m'a permis de stocker beaucoup de choses. Après, on avait des produits qui étaient un petit peu les pains au chocolat ou les croissants du matin de la boulangerie. On avait des produits standards, donc j'en ai fait fabriquer un petit peu à outrance. Et puis, je m'étais dit: «Ça peut pas s'arrêter comme ça, ça va repartir». J'essayais de me convaincre et j'ai eu raison parce que quand l'activité est un petit peu repartie, on arrivait à livrer les clients plus rapidement que n'importe quel concurrent. Ça nous a permis de Au passer stock. grâce au stock, grâce aux équipes qui étaient là. Nos concurrents avaient réduit les coûts, ils avaient licencié, ils avaient vidé les stocks et moi, j'ai gonflé les stocks, gardé le personnel, en y croyant. Donc, c'était un coup de poker quand même, hein. J'aurais pu me casser le nez, mais je regrette pas parce que j'ai bien fait puisque grâce à ça, on est passé de -40, au mois de mars à -4 à fin décembre et en 2010 à +35. Donc grâce aux efforts de chacun, hein, de mon fils Jean-Christophe qui a fait, le tour du monde, moi le tour de France, mon fils Stéphane qui était là, mes nièces qui étaient sur place pour gérer la boutique pendant que j'étais pas là. Et donc, on une forte solidarité familiale et personne n'a baissé les bras
Et donc comme on n'a pas baissé les bras, ben, on est resté fort quand il y a eu la reprise et on est reparti peut-être un peu plus vite que les autres. Et alors comment on gère, justement l'intégration de ces enfants au sein de l'entreprise? Là aussi, on fait progressivement, on dit, «Tu dois faire comme moi, tu passes par l'usine». On les laisse libres de choisir s'ils veulent, justement faire autre chose que l'entreprise familiale. Tous les enfants qui ont travaillé dans l'entreprise ont toujours eu le choix de faire ce qu'ils voulaient. Ils sont venus, quelquefois, un petit peu pas par hasard, mais on les a sollicités pour venir dans l'entreprise. Il y a des enfants de la famille qui ne sont jamais venus et qui n'ont jamais voulu venir parce que l'industrie ne leur plaisait pas. Moi, mon fils, voulait faire, chef cuisinier et donc il avait fait de lycée hôtelier et quand je l'ai fait venir, c'était provisoire pour travailler 3 mois. Puis il a décidé de rester, puis il a fait des formations et puis il parlait plusieurs langues on le voyait bien à l'export et donc il a évolué de la production, aux machines à commande numérique qu'on venait d'acheter parce qu'il savait se servir d'un ordinateur, des commandes numériques aux achats, des achats, au commerce et puis, aujourd'hui à la présidence avec son frère. C'est une évolution qui se fait toujours à la force du poignet, à la force du travail. Il y a pas de passe-droit dans la famille Rani en tout cas, les enfants sont rentrés et ils ont évolué parce qu'ils en avaient les capacités et la volonté et pas parce que c'était les fils d'eux et et hem et puis il y a jamais eu de conjoint. On n'a jamais voulu de conjoint, ça c'était depuis mon grand-père. C'est une règle qu'on a appliquée, non pas parce que on les aimait pas ou on les aime pas, c'est parce que je dirais comme mon grand-père, on les aime trop et pour les protéger et protéger les couples, si on peut éviter de les faire travailler 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, parce que quand vous rentrez, du travail fatigué, que votre épouse, elle vous dit, «Tu as passé la commande, tu as appelé l'acheteur, tu as appelé le client, tu as fait payer ça, tu on travaille tout le temps. Mon grand-père estimait que c'était, un tort de le faire. Il a jamais voulu faire rentrer ma mère et nous, les 5 frères et sœurs, on n'a jamais fait rentrer nos conjoints et on a fait pareil avec nos enfants. On leur a conseillé de ne jamais faire rentrer leurs conjoints et ils le font et ça se passe très bien parce qu'au moins dans leur vie familiale, ils ont pas le sujet de l'entreprise, hein. Quand il y a des réunions familiales, bien souvent, ceux qui travaillent dans l'entreprise parlent boulot à un moment donné. C'est obligatoire et on a gra et le fait de pas avoir impliqué les conjoints, de temps en temps, ils nous disent: «Vous pouvez pas en parler lundi? Parce que comme ça, on passe une vraie fête» et donc on s'arrête et voilà et donc ça permet d'avoir une vraie vie familiale. Mais ça a été la recette Rani, c'est pas la recette des Mulliez ou d'autres entreprises, ça peut très bien marcher, moi j'ai des Ça vous inspirez de toujours peut-être de d'autres entreprises familiales en prendre le non, non, c'est vraiment notre culture, latine et avec d'autres, peut-être enfin vous parlez là oh bien sûr. vous échangez avec ces entreprises peut-être qui aussi sont des entreprises familiales, ont peut-être des méthodes particulières. Puis il y a une peut-être des process que vous questionnez, peut-être vous vous dites: «Pourquoi ça marcherait pas chez nous?» Alors on s'inspire de toutes les bonnes choses. La famille Mullier, c'est juste extraordinaire ce qu'ils ont pu construire en beaucoup moins de temps que nous. Moi je dis toujours qu'on est une petite entreprise familiale, même si on est, connu et reconnu pour ce qu'on fait, mais faut garder l'humilité. On est toujours le plus gros de quelqu'un et le plus petit d'un autre, hein, ou l'inverse. Faut rester humble, et il faut rester à sa place. C'est jamais arrivé. C'est quand je dis que c'est jamais arrivé, c'est que c'est pas parce que ça tourne bien que demain ça tournera encore bien, faut être vigilant. Et puis bien entendu, il y a des clubs d'entreprise ou des soirées, de l'union patronale ou de la BPI ou on se retrouve et il y a souvent des entreprises et on s'inspire un petit peu de ce qu'a fait le copain ou le copain s'inspire un petit peu de ce qu'on a fait nous. On s'entraide aussi, ça c'est une force parce que les entreprises familiales ont bien souvent la même mentalité et ne sont pas obligatoirement concurrents. On s'inspire de ce qu'ils font, et ça apporte, un petit vent nouveau dans l'entreprise en disant: «Tiens, ils ont fait ça, la RSE», par exemple, la mise en place de la RSE,
toutes les actions qu'on mène autour, de l'engagement sociétal, ça vient pas tout seul, c'est parce qu'on l'a vu quelque part. Même si on me dit: «C'est moi qui ai eu l'idée de faire ça», malgré tout cette idée, elle est pas venue comme ça par un petit génie. C'est quelqu'un qui nous l'a susurré à l'oreille et qui nous a et la petite graine a germé dans la tête. Aujourd'hui, le capital de l'entreprise, il est uniquement entre, la famille. Est-ce que, vous avez eu cette volonté à un moment peut-être de l'ouvrir à des actionnaires extérieurs? Alors nous, on a ouvert le capital, en 2021, à la BPI, parce qu'on avait besoin d'un soutien, organisationnel plus que d'un soutien financier. Donc je voulais pas un fonds d'investissement pour mettre de l'argent dans l'entreprise, parce que j'avais pas besoin d'argent. C'était pas mon idée première, c'est mes fils qui m'en ont parlé et qui ont, souhaité le faire parce qu'ils avaient une vision à long terme, alors que moi j'avais une vision peut-être, trop familiale de l'entreprise telle qu'elle était. Et puis je dis toujours que l'âge aidant, on est plus protectionniste quand on a dépassé la soixantaine que quand on en a 40. Donc j'ai ce côté protectionniste de la famille. Je protège, mes biens et mes en ma famille, mes enfants, mes biens, mes petits-enfants. Et quand on a 40 ans, on a envie de foncer, on a envie de développer et c'était le cas pour mes enfants. Donc on a fait rentrer la BPI, parce qu'ils ont réussi à me convaincre les bonnes raisons de le faire. Vous parliez des fonds d'investissement peut-être? Est-ce qu'il y a des fonds de private equity qui sont revenus et qui n'ont pas réussi à vous séduire, ou pas du tout? Oui, parce qu'ils m'apportaient rien. Moi, je voulais le soutien, je voulais un suivi de l'entreprise parce que la taille de l'entreprise commençait à changer. On avait besoin d'organiser, la gestion de l'entreprise avec un DAF, avec un service RH, un service compta, un contrôleur de gestion, un acheteur, groupe, enfin voilà. Et donc la BPI nous a apporté ce soutien. Et puis, comme ils rentrent jamais tout seuls, ils nous ont présenté plusieurs, financeurs, qui étaient des banques, hein. Et parmi tous ces financiers, ils nous ont présenté, Africa Invest, qui est, un fonds d'investissement, mais qui est basé, sur plusieurs pays africains. Et comme on avait une volonté de développer l'Afrique, hein, on s'est dit: «Beh, eux vont nous soutenir et nous accompagner dans ce développement». Et donc c'est un petit peu l'avantage, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît là où on veut développer et qui nous dit: «Attention, là, n'y allez pas, là, vous pouvez y aller, là, on peut vous aider, là, on peut pas». Donc on s'appuie sur ces, fonds d'investissement qui sont rentrés à nos côtés, c'est des investisseurs, minoritaires. Donc ils n'ont pas de pouvoir de décision, mais ils ont un grand pouvoir d'accompagner et de conseiller. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti de McKinsey qui montrait que dans le monde entier, les entreprises qui étaient, détenues par des familles avaient, une rentabilité du capital qui était supérieure sur le long terme à une entreprise, sans actionnariat familial. Et que, justement, on fait rentrer ces investisseurs-là parce qu'il y a pas une quête de rentabilité à court terme. Est-ce que c'est quoi ce rapport-là? Ou alors est-ce qu'on arrive à jumeler les 2 et dire: «Bah, en fait, c'est à la fois un partenariat stratégique, mais aussi on est une entreprise qui arrive, à dégager une rentabilité qui va être aussi performante qu'une autre entreprise dans votre portefeuille», par exemple? Vous savez, l'entreprise familiale, elle, elle veut, je le disais tout à l'heure, elle veut pérenniser, donc elle veut transmettre. Moi, mon souhait, c'était pas de grandir pour vendre et être riche, hein. Mon souhait, c'était de faire grandir l'entreprise et de la transmettre. Aujourd'hui, ma grande fierté, c'est de dire: «Je l'ai transmise à mes enfants». Et j'espère que mes enfants pourront en faire autant si la cinquième génération a envie de venir, parce qu'on la forcera pas. Et je pense que sur, mes 4 petits-enfants, il y en aura bien un ou 2 qui auront envie. Et est-ce qu'ils pourront continuer? Mais aujourd'hui, il y a des outils pour pouvoir, pérenniser les entreprises. Quand on crée une start-up et qu'on fait une levée de fonds de 60 millions et que cette start-up, 3 ans après vaut, 200 millions, 1 milliard, enfin je sais pas, ou zéro, enfin souvent zéro d'ailleurs. Heu
On n'a pas l'ambition de créer l'entreprise familiale par excellence qui va tenir plusieurs générations. On a l'ambition de créer quelque chose parce qu'on a une idée de génie, pour certains, pas tous, hein, parce qu'il n'y a pas eu que des génies, mais certains ont une idée de génie. On peut le voir avec Elon Musk, avec tous ces gros, c'est des GAFA. Heu, mais pour autant, dans l'entreprise familiale, c'est pas ce qui est recherché. L'entreprise familiale, elle est fière de présenter comme je le fais aujourd'hui et de parler de son entreprise parce que ça va au-delà de l'argent. Il y a pas que l'argent qui compte. Bien sûr, il en faut pour qu'elle tourne, il en faut pour payer ses salariés, il en faut pour vivre un peu mieux que si on était, heu, à un poste, de salariés, dans une autre entreprise. Moi, c'est on a l'ambition du chef d'entreprise et de l'évolution. Pour autant, on n'a pas l'ambition de la faire grandir pour le vendre le plus cher possible et partir finir sa vie, les doigts de pied en éventail à Tahiti, quoi. Ça vous intéresse pas cette vie improductive? Non, pas du tout. Ça m'a jamais intéressé, ça m'a jamais intéressé. L'argent n'a jamais été un critère de réussite pour moi. Alors c'est facile de le dire quand on en a un peu. Mais je pourrais être 10 fois plus riche. J'aurais pu être 10 fois plus riche plutôt que de transmettre, j'aurais vendu, et j'aurais beaucoup d'argent sur un compte en banque qui me servirait pas à grand chose parce que quand on a mangé 3 fois par jour, j'estime qu'on a assez mangé. Quand on veut voyager, on n'a pas besoin d'avoir un chalet à Courchevel et un riad à Marrakech pour pouvoir être heureux et donc ça a pas été le sujet, porteur pour ma réussite. Ma réussite, c'est d'arriver, alors aujourd'hui, je suis arrivé un peu en retard, mais ce que j'aime le plus, c'est quand j'arrive dans mon entreprise, que j'ai gérée dans laquelle j'ai travaillé pendant 53 ans. Ce qui me plaît le plus, c'est le sourire des salariés qui me voient, qui sont contents de me voir. Certains m'embrassent, certains me demandent comment je vais. Je les croise dans la rue, ils sont contents de me voir, ils changent pas de trottoir et Vie ordinaire. ouais, la vie ordinaire. Moi, je dis que l'humilité est la meilleure des qualités et faut surtout se souvenir d'où on vient. Donc moi, vous savez, quand j'ai commencé à 14 ans, la directrice avait dit elle m'avait viré de l'école en me disant que je serais une cloche toute ma vie. Donc je suis content que la cloche ait pas trop mal réussi, mais je me rappelle quand même qu'elle me l'a dit et ça m'a marqué. Donc je voulais pas être une cloche mais j'ai travaillé avec les ouvriers dans l'atelier, j'étais avec eux, dans la pénibilité, je les ai soutenus, ils m'ont porté, ils m'ont soutenu donc on a créé, l'entreprise familiale, c'est une grande famille et je dis que la 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 meilleure une des qualités que je préfère aussi, c'est, bon, c'est l'humilité bien entendu, mais c'est surtout la reconnaissance de l'autre, hein, et que je suis persuadé que j'aurais pas réussi ma carrière de chef d'entreprise si j'avais pas eu toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit la famille ou certains compagnons qui ont 20, 30, 40 ans d'entreprise de boîte, d'ancienneté et qui m'ont, aidé à œuv qui m'ont permis d'œuvrer tranquillement. Et puis, il y a la situation familiale aussi, hein. Moi, j'ai une épouse avec qui je suis marié depuis 49 ans et qui m'a soutenu dans mes angoisses, dans mes colères, dans mes tristesses, dans mes craintes, mais aussi dans mes joies et donc fallait le faire. Parce que vivre avec un chef d'entreprise, ça doit pas être facile tous les jours et donc je lui suis beaucoup reconnaissant. Et c'est ce qu'on appelle aussi toutes les parties prenantes finalement qui sont pas au sein même de l'activité, productive, mais qui pour le coup ont un réel impact dessus, quoi. Tout à fait, d'où l'importance de ne pas les faire rentrer dans l'entreprise et de vivre en même temps que nous les mêmes soucis. Parce que quand on en a un et qu'on arrive à la maison et qu'on a une épaule sur laquelle se poser, eh bien, on peut recharger les batteries et peut-être même qu'elle peut nous dire, «Tu devrais peut-être faire comme ça» ou «Essaye ça», et puis on repart un peu boosté et ça permet de trouver des solutions. Heu, Croyez du coup, aujourd'hui on parle beaucoup de capitalisme des parties prenantes. Vous avez mentionné la RSE.
Aujourd'hui, une entreprise, c'est à responsabilité limitée. Est-ce que, pour vous, justement, il y a un impact, alors on comprend bien qu'au sein de l'entreprise, il y a, comment dire? Des liens forts entre les salariés, mais est-ce que pour vous, une entreprise, au-delà de la recherche de profit, qui est classique, comment dire? Dans la définition, du capitalisme, est-ce qu'elle a cet objectif du capitalisme des parties prenantes peut-être pour résoudre, des choses qui étaient, jusqu'à présent dans les mains de l'État? Est-ce que pour vous, il y a aussi, une part qu'elle doit porter? Beh, bien entendu, moi je dis toujours que si on avait, heu, moins de charges salariales, on pourrait déjà beaucoup plus payer nos salariés. Mais quoi qu'il en soit, C'est quoi aujourd'hui pour donner un peu aux gens, un ordre de grandeur? Vous payez combien, mettons un ça c'est combien sort de votre, entreprise pour payer un salarié et combien lui touche réellement? ben, pour 1 000 €, ça coûte 2 000. Pour 10 000, ça coûte 20 000. Et donc, je vous la fais brève et simple, sans parler des frais annexes et des impôts sur les sociétés, de tout ce qu'on nous prend, tout au long de l'année. Mais je pense que si on veut recréer une économie, on peut, enfin, on est sur la Côte d'Azur, on ne peut pas vivre avec 1 200 ou 1 300 € par mois. C'est juste impossible, donc il faut des aides. Mais si au lieu de donner des aides, on remettait la valeur travail au centre des débats et qu'on permettait aux gens de travailler pour gagner de l'argent et pas pour payer des impôts, peut-être qu'on redonnerait un autre dynamisme à l'entreprise. On dit que les jeunes ont moins envie de travailler. C'est pas vrai. Les jeunes ont moins envie de souffrir. Ils n'ont pas envie de travailler, de se lever le matin à 6 heures pour aller travailler dans un supermarché et sortir avec 1 300 balles et pas pouvoir se payer de vacances, de voyages, de voitures, de joindre les 2 bouts, d'être obligé de faire travailler, le couple est obligé de travailler parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et donc, aujourd'hui, on a sous couvert de social plus que de sociétal. On a mis en place un système pour prendre aux riches et donner aux pauvres. Or, on s'aperçoit qu'on n'a pas pris aux riches, parce que les riches sont toujours plus riches, et on n'a rien donné aux pauvres, parce que ce qu'on donne aujourd'hui, en pseudo-subvention, ne sert pas réellement à ceux qui pourraient permettre de redresser la France. Mais c'est un long débat, c'est de la politique et je ne veux pas trop m'y engager. Mais en tout cas, je suis persuadé d'une chose, c'est que si on veut que l'entreprise, perdure et tourne, on doit payer ses salariés par rapport au travail qu'ils fournissent et non pas parce que c'est un homme ou une femme, pas parce qu'ils ont le même poste, pas parce que, heu même si, il y en a un qui est petit et un qui est plus grand, faut estimer qu'ils sont pareils. Non, personne n'est pareil, personne n'est égal à l'autre. Il y a des personnes qui sont plus performantes, faut l'accepter. Moi, il y a des chefs d'entreprise qui sont nettement meilleurs que moi, hein, et j'en suis convaincu, mais il y en a qui sont beaucoup moins meilleurs. Et donc, faut rester à sa place, hein. Et l'égalité des chances, je suis d'accord. Heu, L'égalité des sexes, j'en suis pas convaincu, même si je m'emploie à faire rentrer dans l'entreprise de la féminité avec des femmes à la production alors qu'il y en avait pas avant. Et c'est très bien parce qu'il y a la place pour tout le monde. Pour autant, heu, je suis pas persuadé qu'en faisant rentrer une femme à la production, elle est égale à l'homme qui est à côté d'elle. Moi, peut-être qu'elle est même supérieure. Et donc, c'est à ça qu'il faut, et elle est peut-être supérieure par la qualité de travail qu'elle fait par rapport à l'homme qui est à côté de lui, et donc la récompense doit plus aller à la femme qu'à l'homme ou l'inverse, si c'est le cas inverse. Voilà, donc, heu, Ces questions de performance au sein des collaborateurs, c'est extrêmement dur d'aller les cibler, d'aller les trouver pour dire, bah, on va payer plus celle-ci, plus celle-ci. Ça va c'est ouais, mais quand vous avez quelqu'un qui est prêt à travailler, 60 heures par semaine et que vous en avez un autre qui ne rêve que d'une chose, c'est de partir au bout de 30 heures. On peut pas dire que même s'ils ont le même poste, on peut pas dire qu'ils doivent avoir la même rémunération quand même. Il y a des gens qui sont faits pour travailler, il y a des gens qui sont faits pour rien faire, et on sera jamais égaux. Donc, on peut pas, solliciter des gens qui viennent à reculons. On ne peut solliciter que des gens qui ont envie de venir, et en les ayant à nos côtés, on peut leur transmettre une passion et qu'ils se l'approprient et qu'ils aient envie de réussir.
parce qu'ils ont envie d'acheter une maison ou un appartement, parce qu'ils ont envie d'avoir une belle voiture, parce qu'ils ont envie de partir en voyage, et que l'autre, il est tranquille dans son appart et que, il va à la pêche, au bord de mer et que ça lui suffit. Mais on ne peut pas, forcer les gens à être différents de ce qu'ils sont à leur naissance. Ils deviennent ce qui ils on ne devient pas ce qu'on est ce qu'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Et certains sont faits pour travailler de leurs mains, d'autres avec leur cerveau, d'autres ont des capacités de dormir que 4 heures par nuit et le matin, ils sont déjà hyperactifs et d'autres doivent dormir 8 heures par nuit ou 10 heures. Mais c'est le propre de l'homme de pas être, pareil, hein? Et c'est ce qui fait sa beauté ou quelquefois sa laideur, mais bon. Vous parliez tout à l'heure de justement de ces rééquilibrages par la redistribution que, peut-être fiscale. Est-ce que vous pensez que justement l'industrie française, elle est possible aujourd'hui sans justement, des aides, des subventions ou autres? Est-ce que la réindustrialisation de la France, sans l'aide de l'État, elle est possible? Ou alors elle Alors, passe forcément est-ce que par vous pensez que sincèrement, c'est moi qui vais vous poser une question, mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'un chef d'entreprise a besoin d'aide? Moi, je pense pas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on pompe, par les impôts, les entreprises et la redistribution correspond à rien par rapport à ce qu'on donne. Donc, les entreprises n'ont pas besoin d'aide de l'État, en fin de compte. Elles ont simplement besoin qu'on les laisse vivre de ce qu'ils gagnent et d'investir ce qu'ils gagnent. La rétribution des retraites, vous croyez que c'est normal qu'un paysan aujourd'hui vive avec 800 euros par mois parce qu'il a travaillé toute une vie? Pas normal. Où elle est où la redistribution? Donc, on nous dit: «Oui, mais l'État, a donné beaucoup d'aides». Mais en donnant beaucoup d'aides, ils les ont fait mourir. Ils ont fait pareil avec l'industrie. Ils donnent des aides On donne des aides à des entreprises qui ont des services juridiques, qui savent construire des dossiers pour aller pomper le maximum d'aides, et ceux qui bossent, qui sont pas tous au courant, je parle pour les PME parce qu'un un chef d'entreprise d'une PME, ben, il se lève le matin très tôt pour faire les devis, il va travailler toute la journée sur le chantier et le soir quand il rentre, il fait les factures. Donc, il n'a pas beaucoup de temps pour construire un dossier et instruire un dossier pour aller demander une subvention à l'État. Bien souvent qu'on lui renvoie en lui disant qu'il manquait la virgule ou une page et qu'il l'a pas, et donc il sait qu'il va perdre du temps. Moi, l'entreprise Rani, elle a jamais eu de subvention. Elle vient d'en avoir une là cette année parce qu'on a développé une nouvelle machine et qu'on veut on va faire une nouvelle usine dans le Var, mais je crois que c'est la première ou la deuxième fois qu'on a une subvention, parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on n'avait peut-être pas aussi le personnel pour pour monter le dossier. Mais mais le chef d'entreprise, il est là pour entreprendre, pas pour aller chercher des subventions. Donc je suis persuadé. final, du coup, le aussi le problème de compétitivité, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, travailler sur leur outil industriel pour pouvoir répondre de la meilleure des manières à leurs clients, ils sont obligés aussi d'allouer énormément de temps, pour aller rechercher ces concours, ces subventions ou autres. Mmh. Vous pensez que c'est là qu'on aurait à gagner pour réindustrialiser la France? Bah, on aurait à gagner en laissant, les chefs d'entreprise entreprendre, et le jour où ils pourront entreprendre en fonction par rapport à ce qu'ils gagnent avec les produits qu'ils vendent, ils seront on a regardez bon, c'est le covid. Le quoi qu'il en coûte, tout le monde était content au moment du covid. Aujourd'hui, ça nous coûte cher. Mais, regardez les entreprises qui ont fait des PGE. Certains ont pris des PGE, ils devaient fermer en 2021. La boîte devait couler. Le PGE les a sauvés. Pour autant, ils ne sont pas devenus de bons gestionnaires et ils coulent aujourd'hui. On est à 66 700 entreprises qui ont fermé depuis le début de l'année. C'est un record, jamais égalé, jamais dépassé. On n'a pas encore fini l'année, on est déjà à plus de 66 000, dépôts de bilan ou fermetures d'entreprises. Donc, je pense que
la solution de l'aide, on dit que les agriculteurs, on va leur faire des prêts pour pouvoir, les aider à passer le cap des inondations ou des incendies. Pour autant, ils gagnent pas d'argent. Comment ils vont rembourser le prêt? On ne sait pas. Donc je pense pas que, j pour moi, l'État, doit avoir parce qu'il faut un État, il faut des fonctionnaires, il doit y avoir des impôts. Mais l'impôt ne doit pas être source de revenus pour les indépendants et les entreprises. C'est pas l'impôt qui doit financer par des aides une entreprise pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle se développe ou pour qu'elle modernise. C'est la réglementation et les lois qui doivent imposer aux entreprises de moins polluer, d'investir, d'évoluer, avec peut-être des pénalités si les choses ne sont pas faites, mais laissons gagner de l'argent aux entreprises pour qu'elles puissent le faire. Donc, on est le pays où il y a le plus d'impôts d'Europe, peut-être du monde, j'en sais rien. Enfin, il y a des pays où il y a pas d'impôts parce qu'il y a pas d'argent, mais en tout cas, on est le p les on je crois que c'est la seule fois où on est champion du monde. Donc, je sais pas si on doit en être fier. Moi, j'en suis pas fier. On est décrié dans tous les États, dans tous les pays. Quand je vais en Allemagne, nous qui avons donné des leçons pendant des années, aujourd'hui, ils nous rient au nez quand même. On était la 3e, 4e ou 5e puissance mondiale, ou 6e. Et puis on est où là maintenant? On est dans les oubliettes. Peut-être par rapport en plus votre vécu avec l'Allemagne, puisque vous avez une emprise, sur ce marché-là. C'est quoi la différence, par rapport à leur tissu économique? Pourquoi là-bas, il y a beaucoup plus d'ETI? Pourquoi Parce qu'ils les ont protégés. Parce que l'État a protégé ses ETI et ses entreprises familiales. Parce qu'ils estiment que c'est le tissu économique de leur pays, alors que, aujourd'hui, heu, BPI France a fait un gros travail pour faire revenir un petit peu dans la lumière les entreprises. PME, ETI, parce qu'ils se sont aperçus qu'en fin de compte, c'était les entreprises qui généraient. Et puis on s'est aperçu pendant le covid qu'on n'était même plus bon à fabriquer un masque, donc il fallait le faire venir de Chine et qui était fabriqué n'importe où, n'importe comment, on ne savait pas d'où. Et quand ils arrivaient ici, ils se déchiraient tout seuls quand on les ouvrait. Et on s'est dit peut-être que ça serait bien de revenir à une souveraineté industrielle. Donc c'est pour ça que j'y crois. Ça va, je le verrai pas de mon vivant parce que je pense que je disparaîtrai avant. Mais quand vous avez les États-Unis qui va fermer les frontières par des frais de douane, à outrance, et qui va faire du protectionnisme, si l'Europe ne fait pas de protectionnisme, et je dis l'Europe parce que, bien entendu, je suis cocorico et j'aime le fabriquer en France, mais maintenant on est dans l'Europe, il faut faire avec l'Europe. Mais si l'Europe ne ferme pas un peu ses frontières, tout ce que les Chinois ont envoyé aux États-Unis, ils vont nous l'envoyer en Europe. Et c'est déjà le cas avec des sites comme Temu ou Chine. C'est juste incroyable. C'est ce que disent les Chinois. Vous nous avez envoyé pendant des années vos poubelles et on vous les renvoie en objet. Donc c'est quand même dramatique, hein. Et on a des gens qui achètent ça, qui mettent un t-shirt et puis qui se retrouvent avec des allergies, avec une peau brûlée. Est-ce que c'est ça l'avenir ou est-ce que c'est pas mieux de payer un peu plus cher le t-shirt et qu'il dure 1 an ou 2, et pouvoir le remettre de temps en temps? Je terminerai juste par une question. Les anglo-saxons disent toujours qu'il y a une part, de d'earning et de giving. Vous êtes passé aussi par ces 3 phases-là? Apprentissage. Ben c'est ma vie, parce que je suis passé par l'apprentissage, je suis rentré apprenti. J'ai appris très longtemps, parce que ça, c'est quand on commence très jeune, ben, on n'a pas grand-chose dans la tête, donc il faut tout apprendre et il faut avoir la patience d'attendre et surtout, la force d'écouter, et de regarder avant de parler. Et après j'ai beaucoup travaillé, j'ai œuvré, j'ai construit et j'ai protégé et donc bien entendu l'entreprise a gagné de l'argent. Heu et puis aujourd'hui c'est la cession et c'est la transmission, en transmettant un outil qui est sain pour que mes enfants aient la même chance que moi d'avoir un outil à développer et non pas à sauvegarder. Marcel Ragni, merci. Merci à vous.